Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. Une heure pour parler librement également. Avec nous aujourd'hui Marius Boquet de Factuel.media. Bonjour Marius. Bonjour Stéphane. Également avec nous Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui nous allons parler de la crise agricole que nous connaissons actuellement. Nous serons avec plusieurs agriculteurs sur le plateau et en ligne. Dans quelques minutes, nous parlerons donc de ces raisons de la colère, s'il est encore possible de trouver des solutions. Nous parlerons du modèle agricole français, est-ce qu'il est encore viable dans un marché qui se globalise, avec les injonctions d'un côté de l'Union européenne et de l'OMC de l'autre. Nous parlerons plus en détail de l'Union européenne. Est-ce que ce ne serait pas finalement le meilleur ennemi ou le faux ami de l'agriculture française? Mais tout de suite, je voudrais revenir avec vous, Marius Boquet, sur l'enquête de la semaine dans Factuel.media. Loin de s'imaginer la réalité de la vie en détention, le père de la petite Maëlys s'est indigné après les révélations faites sur la paternité de Nordal Lelandais en prison. Nordal Lelandais, souvenez-vous, condamné en 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Maëlys, 8 ans, et du caporal Arthur Noyer. Eh bien, on vient de découvrir qu'il est devenu papa alors qu'il est incarcéré dans la prison du Haut-Rhin. Alors Marius Boquet, Factuel.media a enquêté sur les relations sexuelles en prison et la vie amoureuse dans les établissements pénitentiaires. Et tout d'abord, on aimerait savoir ce qui est une nouvelle déroutante pour certains. Nordal Lelandais est bien papa depuis 2 mois. Effectivement, c'est une information qu'a révélé Le Parisien à la mi-janvier. Ça fait 2 mois donc que Nordal Lelandais est devenu père en prison. On savait qu'il avait déjà eu des relations sexuelles en prison, mais on ne savait pas, on vient de découvrir donc qu'il est devenu père il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Alors le père de la petite Maëlys, Joachim de Aroro, a réagi, je le cite, « C'est incroyable qu'on laisse une personne après un tel acte commis sur ma fille, incroyable qu'en toute impunité, ils se permettent de donner naissance à un petit garçon. J'étais loin d'imaginer une chambre à coucher à l'intérieur d'une prison comme ça. » Alors Marius, vous avez enquêté, vous nous apprenez que c'est pas si exceptionnel que ça. Ça s'appelle des unités de vie familiale, des UVF, et ça permet ni plus ni moins que des pauses dans son régime d'incarcération. Alors oui, c'est un dispositif auquel a eu accès Nordal Lelandais. Il avait affirmé avoir eu accès à ce dispositif lors de son procès en 2022. En fait, c'est une sorte de petit appartement donc qui fait 2-3 pièces avec kitchenette, canapé-lit, etc. Et dans lequel les détenus peuvent recevoir pendant 6 à 72 heures leurs proches en toute intimité, c'est-à-dire en dehors de la surveillance de la prison. Donc ce sont des petits appartements qui se situent au sein de la prison, mais hors zone de détention. Alors ça veut dire que pendant plus de 2 jours, on peut s'isoler de la prison et vivre comme dans un petit appartement. C'est bien ça. Alors évidemment, officiellement, seuls les détenus qui ne sont pas réputés dangereux peuvent accéder à ces unités. Mais vous vous êtes rendu compte, Marius, que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais disons qu'il y a tout un protocole organisé par la prison pour veiller à ce que le détenu ait un bon comportement. Donc on prête attention à son attitude, à sa psychologie. Mais un surveillant pénitentiaire avec lequel nous avons été en contact nous a affirmé qu'en fait, en dehors de cette conduite exemplaire qu'il y a à avoir en prison, n'importe quel détenu peut y avoir accès, c'est-à-dire n'importe quel condamné, peu importe la raison de sa condamnation, il peut bénéficier de ce dispositif. Donc quelqu'un comme Nordal Lelandais qui a été condamné pour meurtre, pour agression sexuelle, peut bénéficier de ce dispositif et donc rester plusieurs heures. Je le rappelle, ouais. Alors, il se peut que, donc en termes de sécurité, ça pose un certain nombre de problèmes, mais au-delà de ça, on peut se demander assez légitimement pourquoi est-ce qu'on a installé finalement un régime à part que celui de l'incarcération. Est-ce que ce ne serait pas pour acheter tout simplement la paix sociale dans les prisons ? Alors, s'agissant des UVF, c'est plus pour maintenir une intimité, maintenir une forme de... maintenir le lien avec les proches, donc officiellement c'est ça. Ça leur permet, la prison ne le dit pas officiellement, mais ça leur permet effectivement d'avoir des relations sexuelles, puisque ce n'est pas interdit dans ces
dans ces unités de vie familiale. Et ensuite, autre lieu dans la prison au sein desquels on peut avoir des relations sexuelles, c'est le parloir. Alors officiellement, c'est interdit d'avoir des relations sexuelles au parloir, mais comme vous le dites, effectivement, au cours de notre enquête, on a découvert que pour acheter, entre guillemets, une forme de paix sociale, il arrive que les surveillants, que l'administration ferme les yeux lorsque des détenus peuvent avoir des relations sexuelles avec leur conjoint ou leur conjointe. Alors, on peut comprendre qu'un détenu qui a une vie de famille, déjà, puisse recevoir sa femme de temps en temps. Mais enfin là, dans le cas de Normal Lelandais, il a bien fallu que quelqu'un vienne le voir, il l'a rencontré en prison. Enfin, on a l'impression, du coup, que c'est un peu dévoyé de sa mission d'origine. Alors, effectivement, vous pouvez être détenu et tout de même rencontrer des personnes venues de l'extérieur. Nordal Lelandais n'est pas le seul. Par exemple, Michel Fourniret avait rencontré Monique Olivier alors qu'il était en prison et qu'elle était à l'extérieur. Ça se passe d'abord par correspondance. Avant d'arriver à l'UVF, il faut quand même avoir rencontré un certain nombre de fois au parloir la personne visiteur avant de pouvoir lui faire bénéficier de cette rencontre en UVF. Mais donc, effectivement, il est possible pour les détenus de rencontrer l'amour tout en étant en prison. Alors, j'aimerais me tourner vers Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Vous connaissez tout cela, j'imagine, mais pour le public, c'est assez étonnant quand même. Oui. Vous avez parlé de l'amour en prison. Moi, ça me fait tout de suite penser à, vous vous souvenez peut-être, ce tueur en série du début du XXe siècle qui s'appelait Landru, me semble-t-il, qui recevait, c'est l'exemple fameux, qui recevait des dizaines, voire des centaines de lettres d'admiratrices. Voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été expliqué d'un point de vue psychologique, mais qui a toujours été observé, c'est que les grands criminels ont toute une flopée d'admiratrices. Alors peut-être pas les plus équilibrés non plus mentalement. L'exemple de Michel Fourniret est quand même aussi assez connu et assez parlant à ce niveau-là, puisqu'elle l'a ensuite assisté dans ses crimes. Mais c'est quelque chose qui s'est toujours observé. Donc dans le cas de Normal Lelandais, en tout cas, ça peut expliquer qu'il ait réussi à séduire, puisque c'est ce dont il s'agit, à séduire une femme et ensuite à avoir un enfant. Mais est-ce que c'est bien logique que soit, je sais pas, peut-être ma représentation de l'univers carcéral date du 19e siècle, mais on a l'impression quand même que l'idée de la prison punitive, on en est loin là, on s'en éloigne en tout cas. Bah, vous savez, nous, on parle souvent du laxisme judiciaire, typiquement, enfin, dans l'opinion, c'est un concept, une critique qu'on fait très souvent à la justice, d'être laxiste. Nous, on a fait un sondage, 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, c'est un sondage de fin 2022. Mais donc le laxisme, il existe au niveau du prononcé des peines, au niveau de l'exécution des peines, mais aussi au niveau à l'intérieur des prisons. Il y a en dehors des prisons, dans les tribunaux, mais il y a à l'intérieur des prisons le laxisme. Donc il ne s'arrête pas là. Moi, je vais vous dire, j'ai fait avec l'Institut pour la justice, on a fait une petite expérience. On est allé devant la prison de la Santé. Enfin bref, on avait tourné une petite vidéo, un petit discours devant la prison de la Santé, et on est resté peut-être 20 minutes. Mais 3 minutes après notre arrivée, qu'est-ce qu'on voit? Sur le grand boulevard qui longe la prison de la Santé à Paris, on voit deux bonshommes sur leur vélo, et dont un, tout d'un coup, il lance un paquet à l'intérieur de la prison. On a mis 2 minutes pour voir ça. Et ça, je l'ai vu. Alors j'étais quand même un peu choqué de voir ça de mes propres yeux, mais je suis tout sauf étonné. Les gardiens de prison, et d'ailleurs c'était bien dit dans votre article dans Factuel, les gardiens de prison le savent très bien. Il y a de la drogue qui circule en prison, il y a des téléphones qui circulent en prison. Donc c'est bien plus que simplement les tueurs en série qui attirent des jeunes femmes un peu instables et qui ont des enfants avec elles. C'est le laxisme à tous les niveaux en prison. On dit que c'est pour maintenir la paix sociale. Bon, moi, je me range du côté de ce que dit le père de Maëlys. C'est vrai que ça paraît complètement aberrant. C'est tout sauf une punition. La prison doit être une punition. Quand on peut avoir une vie de famille, quand on peut se droguer, quand on peut téléphoner, quand on peut vivre comme à l'extérieur de la prison, alors ce n'est plus une punition. Alors, on va continuer ensemble dans un instant. Et Marius Bocquet va nous raconter aussi qu'un détenu se filmait et se mettait en scène sur un réseau social TikTok au point d'humilier même le personnel pénitentiaire, ce qui manque pas quand même de nous étonner. Alors, dans un instant, on verra s'il ne faut pas remettre à plat le régime pénitentiaire et comment. Et puis on parlera, évidemment, c'est le sujet du jour, de la colère du monde agricole et de ses développements. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.
L'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité. Nous sommes toujours avec Marius Boquet, enquêteur à Factuel.media, et Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Nous a rejoint Armand Heitz, viticulteur, éleveur. Nous allons parler ensemble dans un instant de la colère dans nos campagnes. Mais revenons sur les révélations de Factuel sur la paternité du meurtrier Nordal Lelandais et les conditions de détention, les unités de vie familiale, les parloirs sexuels, ce que certains dénoncent comme des manières d'avoir la paix sociale en prison. Marius Boquet, vous nous révélez aussi dans votre article qu'il y a des choses incroyables qui se passent en prison. Récemment, vous racontez qu'un détenu se filmait et se mettait en scène sur le réseau social TikTok, au point même de moquer le personnel pénitentiaire. Oui, alors effectivement, c'est un exemple parmi d'autres qui est arrivé. Le détenu en question était jugé cette semaine pour s'être filmé, avoir diffusé des vidéos au sein de la prison. Donc c'est une prison près de Lille. Et les surveillants estimaient tourner en dérision et malheureusement ils n'ont pas obtenu l'autorisation de la direction pour procéder à des fouilles, donc une humiliation de plus pour eux. Voilà, donc c'est un exemple qui montre que les téléphones circulent énormément en fait. Ah oui. Et les smartphones, Pierre-Marie Sève, ça a également changé les conditions de détention. Avec un téléphone, on peut interagir avec le monde extérieur. Oui, absolument. C'est certain que ça paraît dans l'absolu. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples maintenant dans le monde où les détenus, alors à part les pays, oui, certains pays, oui c'est vrai. Singapour par exemple, ils ont des conditions de détention très très sévères et c'est connu. Mais dans beaucoup de pays modernes maintenant aujourd'hui, malheureusement, les téléphones, ça devient très compliqué d'empêcher les détenus de les utiliser. C'est au détriment de la paix sociale, notamment. Ouais. Mais après, tout ça prend quand même le chemin. Il y a un exemple fameux dont on a parlé là récemment, c'est le Salvador. Le Salvador qui a réussi à faire une diminution complètement folle de la criminalité en enfermant tout simplement les criminels. Comme quoi ça fonctionne. Hein. Et donc, ils sont passés de 100 homicides pour 100 000 habitants. Le taux le plus haut, probablement, que j'ai vu de ma vie. Moi, de l'histoire récente, il n'y a jamais eu un taux d'homicide plus fort que ça. En 2015, ils étaient à 100. Aujourd'hui, ils sont à 1, qui est le plus faible niveau de toute l'Amérique. Incroyable. Et en 8 mois, ils ont réussi cet exploit. Donc, comme quoi, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé sans arrêt d'abolir la prison comme modèle répulsif, d'adoucir les conditions du régime carcéral pour obtenir des résultats. La peine, normalement, elle a 5 fonctions. C'est ce qu'on apprend. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mes études de droit. La première fonction, c'est la fonction de neutralisation. C'est quelque chose qu'on oublie, tout bêtement, mais c'est ce que le Salvador a rappelé à tout le monde, c'est que quand les criminels sont en prison, dans un endroit où ils ne peuvent pas commettre de crimes ou de délits, en tout cas à l'égard de la population générale, eh bien ils ne commettent plus de crimes ou de délits à l'égard de la population générale. Il y a d'autres fonctions, il y a la dissuasion, qui est aussi une fonction qu'on oublie tout le temps. Il y a un grand mouvement de politique pénale dans les années 50 qui niait vraiment, noir sur blanc, c'était Marc Ancel, un grand professeur de droit, en tout cas grand, je dis connu, qui a lancé un mouvement qui s'appelait les défenses sociales nouvelles et qui disait la dissuasion est chimérique et ne fonctionne pas. Pourtant, c'est une des bases des fonctions de la peine et beaucoup d'études prouvent que ça fonctionne. Il y a aussi la réinsertion qui est une autre fonction, il y a aussi la réparation et donc toutes ces fonctions-là doivent être équilibrées. Mais la première, il ne faut pas oublier que le but de la prison et de la justice pénale, c'est de mettre à l'écart les gens qui font du mal à autrui en les mettant en prison. Tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a un autre exemple, Pierre-Marie Sève, dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas, où la délinquance, les crimes et délits sont en net repli, tout simplement parce qu'ils ont eu cette idée absolument folle et originale, c'est tout simplement que la prison soit effective et que les délinquants aient la certitude d'aller en prison s'ils commettaient un délit. Alors en fait, on parle des Pays-Bas, mais les Néerlandais n'ont rien inventé du tout. Tout ça part d'un principe de Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, c'est un grand juriste du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, et aujourd'hui, il est unanimement reconnu comme le père du droit pénal moderne et le père de la criminologie. C'était quelqu'un qui était vu comme très progressiste à son époque. Il était contre la peine de mort, il était contre les châtiments corporels, mais il est beau être contre tout ça, il avait des idées bien claires sur d'autres points. Et alors, il a un livre qui est écrit en 1764 qui s'appelle Des délits et des peines. Eh bien, il dit notamment il le répète à longueur de son bouquin, un principe fondamental, c'est, alors j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, une punition extrêmement grave, mais à laquelle se mêlerait l'espoir d'une impunité, aura toujours beaucoup moins de poids qu'une punition modérée, mais à laquelle on est certain de ne pas pouvoir échapper. Voilà le principe de base. Ouais, et donc aux Pays-Bas... ils l'ont mis en place, c'est tout. Voilà. Mais ça avait été mis en place aux États-Unis. Il y a eu une expérience assez fameuse au début des années 2000. Un juge de Hawaï, il y avait des toxicomanes. Et ils se rendaient compte que les toxicomanes, on avait beau les obliger, on avait beau leur dire c'était légal de recommencer à prendre de la drogue, on les testait régulièrement. Quand ils étaient testés,
ils n'allaient pas en prison parce que l'agent pénitentiaire était sympathique. Ils les connaissaient bien, ils disaient bon, allez, ça va aller pour cette fois. Ils donnaient une deuxième chance, une troisième. Puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, de temps en temps, oui, ils finissaient par les jeter en prison pour une durée d'ailleurs assez longue. Eh bien, ce juge de Hawaï a dit non, on va inverser les choses. On va tout de suite, on va établir des règles très claires. Si on va vous tester toutes les semaines. Si on vous arrête une fois avec de la drogue, vous allez tout de suite faire une peine de prison. Une peine de prison courte. Pas une peine de prison longue. Une peine de prison de 1, 2, voire une semaine. 1 ou 2 jours, voire une semaine. C'est-à-dire très, très court. Et les résultats ont été absolument extraordinaires. C'est une expérience qui est très connue, l'expérience HOPE, qui a été ensuite recréée dans la quasi-totalité des États-Unis, qui a eu, moi j'ai lu une thèse qui a été faite par le département de la justice, une espèce de thèse d'exposé qui louait la réussite de ce programme-là. Et les Néerlandais ont fait la même chose quelques années plus tard. Et les résultats sont là. Alors, surtout que les Néerlandais ont quand même d'autres problèmes de drogue, mais sur la criminalité de droit commun, en tout cas, c'est clair et net. Alors, cette méthode simple, qui ne coûte rien aux contribuables, elle est complètement dédaignée en France. Comment vous l'expliquez ? Alors, comment je l'explique ? Ça a tout d'incompréhensible. Moi, j'ai le très clair souvenir d'avoir vu Jean Castex il y a 3 ans. Il parlait avec la mère d'une victime, Adrien Pérez, qui est un jeune à Grenoble, je crois, dans l'Isère, qui a été tué pour absolument aucune raison, pour avoir défendu, pour absolument aucune raison. Et Jean Castex, Premier ministre, discute avec cette dame et il lui dit « Mais je pense qu'il faut faire comme Beccaria, il ne faut pas de punition aléatoire, etc. Il faut la certitude des peines, etc. » Donc il dit exactement la phrase de Beccaria. Mais pourtant, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? On a Nicole Belloubet qui supprime les peines de moins d'1 mois de prison. Supprimé, purement et simplement supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas déjà qu'on ne le faisait pas quand elles existaient, maintenant qu'on a même supprimé ces peines, on n'a pas le début du quart du commencement de cette méthode. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez être condamné à 6 mois de prison ferme, mais comme si 6 mois de prison ferme et pas plus d'1 an de prison, eh bien, vous n'allez pas en prison. C'est quand même dingue, quoi. Ouais. On est condamné à de la prison ferme, mais on ne va pas en prison. Le résultat, 4 personnes sur 10 condamnées à de la prison ferme ne vont pas en prison. On a fait une moyenne générale. Incroyable. Alors, merci à tous les deux. Merci Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la Justice. Merci Marius Bocquet. On retrouve vos enquêtes sur factuel.media. On va changer de thème, si vous le permettez. Armand Heitz, je suis ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes viticulteur, éleveur également en Bourgogne. Je rappelle que vous tenez un blog sur factuel.media où vous proposez des idées originales pour l'agriculture et que vous racontez votre quotidien. Et vous comprenez évidemment la colère du monde paysan en ce moment. Vous la partagez, j'imagine. Je voudrais rappeler quand même que le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 4 en 40 ans, que la France a perdu plus de 100 000 fermes au cours de ces 10 dernières années. Et vous avez écrit sur votre blog, sur factuel.media, « Agriculteurs, nous avons compris depuis de nombreuses années que notre filière avait été sacrifiée au profit d'industries plus intéressantes économiquement. » Bonjour Stéphane. Alors la colère, moi, effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas quelque chose dont je suis très, très fan. Je préfère la construction, la discussion. J'ai écrit tout récemment, là, par rapport à ce qui se passe cette semaine, l'agriculture est un sport de combat. Tous les jours, on se bat et il faut qu'on arrive à construire, à trouver des solutions. Voilà un petit peu ce que je préfère défendre. Sur l'évolution de l'agriculture ces dernières années, la chute et la révolution agricole qui se passe depuis 40 ans, on est passé d'une agriculture paysanne durable, puisque c'était vertueux pour l'environnement. Enfin, voilà, on arrivait à faire de la nourriture de manière durable, à une révolution agricole qui a complètement vidé les villages. Les fermes se sont agrandies, on a transformé les villages en hangars à tracteurs, d'une agriculture humaine avec des saisonniers qui dormaient dans les granges. On a complètement déshumanisé cette agriculture. Voilà ce qui s'est passé depuis 40 ans. Aujourd'hui, on a des paysans qui travaillent seuls dans leur village, 80 heures par semaine, jour, nuit. Pour rien, pour pas grand-chose en tout cas. Pour rien. On reviendra après, mais je ne gagne rien sur ma ferme. Donc comment ne pas expliquer cette révolte ? Enfin, alors ça doit vous énerver quand vous me l'avez dit hors antenne, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai écouté France Inter, j'ai entendu leurs spécialistes parler de revenus de certains agriculteurs à 100 000 € par an, mais où vivent ces gens ?
Pas dans le coin où je suis, en tout cas en polyculture élevage. Clairement, cette information était là pour dénigrer le mouvement agricole. C'est pas possible autrement. Enfin, aller dans des fermes, aller au contact des agriculteurs. Vous voyez, enfin, c'est la femme en général de l'agriculteur qui rapporte un salaire, qui fait vivre la famille. Et c'est catastrophique de voir son père travailler 80 heures par semaine et même pas être capable de sortir les week-ends en famille. Ouais. Alors, on va retrouver deux autres agriculteurs. Ils sont céréaliers tous les deux. Ils ont deux destins différents. Il y a Céline Imard, 40 ans, 2 enfants, productrice de céréales installée dans le Tarn, qui est membre du bureau de la FDSEA dans le Tarn. Bonjour, Céline. Et puis Jean-François Lamassé, qui est agriculteur céréalier lui aussi, mais en Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux. Je suis ravi que vous nous ayez rejoints parce que, en fait, la réalité paysanne, on s'en rend pas toujours compte quand on est derrière une chaîne d'information. C'est une réalité assez contrastée. Il y a des petits paysans qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Certains céréaliers sont plus, on va dire, plus avantagés. Je pense aux très grands céréaliers comme les céréaliers de la Beauce. Mais de toute façon, partout où on porte le regard, ça ne va pas. Je voudrais vous entendre là-dessus. Peut-être Céline d'abord. Alors, il ne faut pas opposer les modèles et les différentes fermes en fait qui existent sur la ferme France. Alors évidemment, il y a des céréaliers, des polyculteurs éleveurs, des maraîchers, mais quel que soit le mode de production choisi, quelle que soit la taille de l'exploitation, moi je voudrais dire aussi par rapport à ce que vient de dire votre intervenant, que certes l'agriculture est un sport de combat, donc on se bat aussi contre ce plan social, puisque vous avez évoqué le nombre exponentielle de disparition des fermes depuis 20, 30 ans, 40 ans. C'est un plan social extrêmement fort qui ne dit pas son nom et effectivement dans un sentiment qu'on a d'indifférence générale. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes nos fermes, quel que soit leur modèle, leur revenu qui n'est pas extraordinaire par rapport au travail qu'on fournit, tous on est dans ce combat-là, mais dans un sport de combat, il faut qu'on puisse se battre avec les mêmes armes que ceux qui sont sur le même ring que nous. Exactement. Alors aujourd'hui, moi je veux bien me battre, mais être constructif et être dans un sport de combat, ça veut dire 1, qu'on se bat avec les mêmes armes, 2, qu'on connaît les règles du jeu, qu'elles ne changent pas toutes les 2 minutes, 3, que l'arbitre du sport de combat est quelqu'un d'intègre, et 4, que le ring a bien 4 cordes pour contenir les combattants. Aujourd'hui, on a des trous dans la raquette de tous les côtés. La question de l'arbitrage de ce sport de combat est loin d'être claire et on ne se bat pas avec les mêmes armes que ceux qui sont sur le ring en face de nous. Donc ça pose question. Absolument. Dans un instant, on va entendre Jean-François Lamassé. On va continuer de parler de la colère du monde agricole. On va notamment se demander dans quelle mesure l'Union européenne accompagne vraiment nos agriculteurs ou au contraire les sacrifie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse, de décryptage de l'actualité. Nous sommes toujours avec Armand Heitz, viticulteur, éleveur en Bourgogne. Également avec Céline Imard, 40 ans, 2 enfants, productrice de céréales installée dans le Tarn. Et Jean-François Lamassé, agriculteur céréalier également, mais dans la Haute-Garonne. On parle aujourd'hui de la colère de nos agriculteurs. Et il y a de quoi. Je voudrais rappeler la triste réalité. 2 suicides d'agriculteurs par jour. Des familles qui se battent courageusement et dans la dignité pour survivre avec des revenus de misère. Et j'aimerais entendre Jean-François Lamassé, agriculteur céréalier. Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-François, vous avez entendu nos deux interlocuteurs, nos 2 agriculteurs qui dépeignent. Ils ont remis l'église au centre du village, quoi. Ils ont réglé la situation. Ouais. Voilà. Vous savez, quand vous allez vous faire vos courses au supermarché, que vous avez un panier, on va le faire simple pour que tout le monde comprenne, de 100 euros. De 100 euros de produits alimentaires. Je dis bien de produits alimentaires. Ouais. Il n'y a que 6,50 € qui revient à l'agriculteur. Voilà. 6 Donc, ça veut dire 93,50 € qui part entre les transformateurs et les distributeurs. D'accord. Le problème, déjà, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture, c'est qu'il nous faut des prix rémunérateurs. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut revenir sur certaines taxes. Bon, on ne va pas en parler parce que ça fait bientôt 10 jours. Une semaine, que vous parlez de ça. Bien 10 jours que je parle des problèmes du GNR et ainsi de suite. Vous savez, en 2021, fin 21, début 22, j'avais parlé sur la PAC, que la nouvelle PAC allait amener tout le monde au gouffre. Ouais. Et aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, on y est.
Alors, voilà. justement, Armand Heitz, vous avez dit dans votre récent blog, vous n'êtes pas dans un syndicat agricole et vous avez fait le choix de ne pas l'être. Parce que pour vous, vous disiez, la FNSEA a fait une erreur stratégique importante dans les années 80 en s'imaginant que l'agriculture française allait être en avance, en capacité de rivaliser avec ces grandes fermes de l'agriculture mondialisée, comme on en voit un peu partout, et que vous auriez préféré qu'on admette finalement que nous n'étions pas capables de rivaliser sur la production de masse et qu'il fallait donc protéger notre modèle de petite ferme familiale, des produits en quantité raisonnable, des produits de façon raisonnée, et surtout pas essayer d'aller rivaliser dans un cadre libre-échangiste comme ça, avec des mastodontes de l'agroalimentaire, des fermes géantes qui sont d'ailleurs excessivement productivistes. Tout à fait. Hein. Bon, après, je voudrais pas non plus qu'on me prenne. Je défends exactement les mêmes propos. Hein. On est solidaires aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les. Mais vous avez le droit d'avoir des nuances. Dans la démarche. Tout à fait. Hein, effectivement, je me dis que on a essayé. La France s'imaginer comme une puissance agricole. Hein. C'est assez français de s'imaginer qu'il y a la France et les autres pays gravitent autour de la France. Hein. Mais voilà, en agriculture, en polyculture élevage, on voit bien le résultat. Aujourd'hui, on mange du bœuf, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas de quelle race il a été produit. La filière a été complètement détruite. Saccagée, oui. Alors que, je fais du vin par ailleurs. Sur l'étiquette, on a marqué le nom du vigneron, l'année, l'appellation, la parcelle, et on arrive à garder un peu plus de valeur. Alors, c'est pas vrai forcément pour Bordeaux, mais en Bourgogne, par exemple, où je suis, on voit que ça marche bien. Le comté est un bon exemple aussi de ce travail de filière. Mais alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui dysfonctionne. Est-ce que c'est l'Europe qui est finalement non pas peut-être l'ennemi de nos agricultures, mais quand même. Alors à chaque fois qu'on entend parler de la politique agricole commune, on dit que c'est une aide au monde paysan et sans cela, eh bien ça ne marcherait pas. Et puis dans le même temps, on a l'impression que l'Union européenne joue un drôle de jeu, une espèce de cisaille terrible. C'est-à-dire, dites-moi si je comprends bien les choses. D'un côté, l'Union européenne, c'est toujours plus de contraintes, notamment écologiques, et de l'autre, toujours plus de traités de libre-échange signés par cette même Union européenne qui conduisent finalement à toujours plus de concurrence sur l'étalage. Vous êtes d'accord, Jean-François Lamassé et Céline? Peut-être Céline, toujours? Oui. Alors, effectivement, on a aujourd'hui l'Union européenne qui joue un double jeu qui est très dangereux et qui pourrait s'avérer perdant sur les deux tableaux. On a une Union européenne où on a d'un côté la Commission, les instances de la Commission qui sont aujourd'hui chargées de faire des propositions de loi, donc qui ne vous entend moins bien. Pas élus, mais oui. Qui sont aujourd'hui un petit peu le vecteur législatif. Aujourd'hui, elle propose et elle a fait voter des stratégies comme Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, en imposant des objectifs chiffrés pour les atteindre. Moins 20% d'engrais, moins 50% de consommation de produits phyto, sans proposer des développements de la recherche, sans proposer de financement, sans proposer de trajectoire. D'un autre côté, on a quand même un certain nombre de millions de consommateurs en Europe qui mangent 3 fois par jour. Et donc, de la main gauche, elle va signer des accords de libre-échange à tout va. Et écoutez, il y a 2 jours, la Commission a signalé dans un point presse que l'accord avec le Mercosur allait être ratifié avant la fin de la mandature. Le Mercosur, pour les téléspectateurs, c'est pour les auditeurs, pardon, ce sont les pays d'Amérique du Sud. Absolument. Donc, si je prends l'exemple du maïs, on va avoir 3,5 millions de tonnes de grains de maïs qui vont être importés avec des distorsions de concurrence absolument énormes. Il y a une étude indépendante qui a été réalisée où on sait aujourd'hui que le maïs qui est produit, par exemple, au Brésil ou en Argentine, du Brésil va venir avec 78% de traitements phytosanitaires interdits chez nous, dont l'atrazine. Avec des OGM, évidemment, puisque là-bas, ils produisent OGM, ils font plusieurs récoltes par an. Donc, ils vont venir inonder et déstabiliser complètement les marchés européens. Ouais, alors donc, la Commission européenne encourage... Pardon. Non, mais je vous en prie. Jean-François Lamassé... Elle encourage. Jean-François Lamassé, vous êtes d'accord avec ce que dit Céline? C'est-à-dire que... Entièrement. Mais il faut savoir à qui profite le crime. Oui. Le problème est là. On a eu Mme Merkel qui est arrivée un beau matin, on a décrété que les Européens ont des fins. C'est les gens, le problème, c'est que ce n'est pas les gens qui sont élus. C'est les gens qui arrivent comme ça, voilà. Comme Mme von der Leyen. Alors, Mme Merkel, sa grande passion, c'était les voitures.
Donc, le but du jeu, c'était que les Français, on récupère avec le Mercosur du bœuf qui arrivait d'Argentine, qui arrivait des États-Unis, nourri avec la farine animale, alors que chez nous, ça fait 25 ans qu'on en a plus et qu'on n'en veut plus. En échange, elle a envoyé des voitures Audi, Volkswagen, Mercedes, détaxées aux États-Unis. Alors, on sacrifie une fois de plus. Et aujourd'hui, Mme von der Leyen, elle a fait encore mieux que ça. On a l'impression qu'elle vend l'Europe aux États-Unis. Vous voyez, voilà. Ouais. Et puis, pour finir, la dernière, pour les céréaliers, elle nous fait rentrer du blé à Tarragona, détaxé. Et nous, on a les stocks pleins. Ouais. Alors, le protectionnisme européen, il est où, là? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui jouent pour leur propre écurie, pas pour l'Europe. Alors, je voudrais prendre un exemple encore. D'ailleurs, juste comme ça, oui, la même Madame von der Leyen qui a commandé des vaccins Pfizer, en veux-tu, en voilà, on ne sait plus comment faire. Voilà. Et comme par hasard, son fils, alors ça c'est son mari qui est chez Pfizer, et son fils qui est chez McKinsey. Ouais. Et comme par hasard, tous les gouvernements font appel à McKinsey. Alors, on va essayer de rester pour que nos auditeurs se concentrent bien sur la colère agricole. Évidemment, on comprend ce que vous voulez dire concernant Madame von der Leyen. Mais je voudrais que Armand Heitz puisse nous raconter l'élevage et la concurrence des viandes importées. Parce que les gens ne le savent pas. Mais les poulets importés, aujourd'hui, vous savez, quand vous mangez un poulet rôti, eh bien, il y a 45% du marché qui sont des poulets importés. Comme si on ne savait pas faire de la volaille en France. On sait faire du bon poulet pourtant, mais non. Eh bien, il y a une volaille sur deux qui est importée, qui vient du Brésil notamment, mais qui peut venir aussi d'Ukraine, dont on a vu récemment qu'on a aboli les taxes aux frontières pour encourager, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et puis la viande, c'est pas tout. Le bœuf français, un bœuf exceptionnel. L'augmentation des importations, c'est 23% l'année dernière. Désormais, un steak sur 3 sur les étalages vient de loin. 30% donc de ces viandes sont d'origine, on va dire, exotique, c'est-à-dire extérieure à la production nationale. Ce qui est une aberration, en plus, sur le plan écologique, Armand Heitz. Tout à fait. C'est toutes ces aberrations qui s'empilent, qui se cumulent là, depuis des années et qui expliquent le mouvement. Et encore, je trouve qu'on est encore gentil par rapport à tous ces éléments. Je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie. On importe, et moi, on doit exporter 800 000 bœufs vers l'Italie. Vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant? On parle de bien-être animal et on fait rentrer des animaux qui ont été élevés dans des conditions qu'on ne tolérerait pas en France, que n'importe qui. Et il y a un masque, c'est incroyable. Et pour répondre, enfin... Clairement, l'Europe nous met dos au mur et impose nous met des défis qu'on ne peut pas clairement trouver de solution. Par exemple, sur ma ferme, je fais un chiffre d'affaires de 150 000 euros. J'ai pas un revenu, un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires. Je vends, j'arrive à faire rentrer 150 000 euros. J'ai 300 000 euros de charges. Ouais. L'Europe me donne 50 000 euros. Je perds tous les ans 100 000 euros. Donc la PAC, elle ne sert à rien. Ouais. Incroyable. Alors, j'imagine aussi, et j'aimerais peut-être entendre Céline Imard sur ce sujet, j'imagine que la décision de supprimer les droits de douane aussi pour aider l'Ukraine a de quoi vous préoccuper, hein, parce que alors on parlait des poulets à l'instant. On va importer donc on importe déjà des millions de poulets d'Ukraine qui vivent dans des fermes-usines jusqu'à 100 fois plus grandes qu'en France, avec une souffrance animale terrible. Un système d'ailleurs qui enrichit un homme qui s'appelle qu'on surnomme le roi du poulet en Ukraine. Il s'appelle Yurik Koziuk et sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars. Ça doit vous faire hérisser quand même le poil, Céline, si j'ose dire, et si j'ose être un peu familier. Non, mais complètement. La véritable problématique, c'est que ce genre de décision déstabilise complètement nous, les agriculteurs, et toutes nos filières qui sont derrière. Parce que derrière les agriculteurs, il y a des collecteurs, il y a des transformateurs. Et aujourd'hui, on se retrouve mis en difficulté collectivement sur tous les territoires. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, on nous a demandé de monter en gamme depuis des années, que ce soit sur les signes de qualité, que ce soit sur le bio. En fait, aujourd'hui, malheureusement, notre agriculture française est en train de devenir un peu le fauchon de l'agriculture. Que ce soit sur les AOC, que ce soit sur le poulet, que ce soit sur les grains, on produit du très haut de gamme, avec énormément de normes. Et là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, le cœur de marché, c'est-à-dire ce que peuvent consommer les citoyens ou ce que les citoyens, les consommateurs vont choisir au final, le cœur de gamme,
en fait, c'est l'importation qui prend la place. Donc, c'est pour ça qu'avec des décisions comme ça qui accentuent les importations, le consommateur se tourne naturellement vers ces importations-là. Voilà. Et aujourd'hui, le cœur de gamme qui est consommé par nos consommateurs vient de l'étranger. Et c'est ça le problème, c'est qu'on perd notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on est un pays qui aujourd'hui ne pourrait pas demain arriver à nourrir sa population. Et c'est extrêmement grave cette situation-là. Alors, dans un instant, on va continuer à s'interroger sur la colère de nos agriculteurs. On va voir aussi quelles pourraient être les réponses gouvernementales. C'est un test pour le nouveau Premier ministre. On parlera aussi de ce projet absolument utopique et fou, Farm to Forks, qui visait Ursula von der Leyen, dont vous disiez un mot tout à l'heure, Céline, qui assumait carrément la décroissance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, toujours avec Armand Heitz, viticulteur, éleveur en Bourgogne. Marius Boquet de Factuel.media est avec nous également. Également avec nous, Céline Imard, céréalière dans le Tarn. Jean-François Lamassé, céréalier, lui, dans la Haute-Garonne. Alors, on va toujours poursuivre sur notre thématique du jour. Les agriculteurs peuvent-ils encore s'en sortir sans l'aide de l'Europe? Ou au contraire, est-ce que c'est l'Union européenne qui pénalise nos campagnes? Je voudrais que chacun prenne la parole là-dessus et nous dise son avis. Est-ce que nos agriculteurs bénéficient ou au contraire sont pénalisés par l'Europe? Armand Heitz. Alors, l'Europe m'a été... on a commencé à parler de l'Europe quand j'étais à l'école. Donc, je pense que je fais partie de cette génération qui doit y croire. J'ai beaucoup de peine aussi à imaginer la France rivaliser face à des puissances américaines, russes, chinoises, indiennes. La France, comme je vous le disais, on a beau avoir l'impression qu'on est les meilleurs. Dans le monde, dans cette économie mondialisée, difficile de rivaliser face à des puissances comme celle-ci. Après, voilà, l'Europe n'a pas que des bonnes choses, il y a aussi des problèmes, on vient d'en parler, et en particulier culturels, mais c'est un autre sujet. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut continuer à croire, à fédérer, mais organisons mieux les choses, donnons à chacun les mêmes arbres, les mêmes armes, afin qu'on puisse... combattre. Céline Imard, à votre tour, est-ce que pour vous l'Europe c'est stop ou encore entre guillemets? L'Europe, ce sont les politiques et les élus qui la font, et les gens de la Commission, et on sait que ce sont des nominations éminemment politiques. Aujourd'hui, dans l'Europe, et notamment à la Commission, on a un lobbying extrêmement puissant de certaines associations environnementalistes qui sont placées directement dans les cabinets des commissaires et parmi les fonctionnaires de la Commission, et qui font beaucoup de militantisme dans les décisions qu'ils prennent. Donc la question n'est pas pour l'Europe ou contre l'Europe, mais qui dirige l'Europe et comment on peut avoir une commission des fonctionnaires qui dirige un petit peu avec une véritable boussole politique qui est celle de l'intérêt général. Ça, c'est la première chose aujourd'hui. La deuxième, c'est que cette boussole politique, elle n'est pas présente au niveau de la Commission. Tout ce qu'a fait le budget de la PAC, c'est de décroître en euros constants. La PAC 2023-2027, c'est moins 15%. Pour l'Europe, pour la ferme Europe, alors que sur des continents comme la Chine, comme les USA, ou comme en Russie, ils ont très bien compris que l'agriculture est un secteur stratégique et qu'il faut apporter un soutien massif pour être maître de son alimentation et de son agriculture, parce que l'alimentation et l'agriculture sont une arme stratégique. Et ça, l'Europe ne l'a toujours pas compris. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à cette jonglerie sur deux tableaux entre un verdissement surnormé et imposé par des administrations que le Parlement européen a bien du mal à freiner, versus une politique d'importation à tout va pour en fait exporter les externalités environnementales qu'aujourd'hui ils ne veulent plus voir sur notre sol. Et le problème, c'est que c'est une idéologie où en fait ils vont mettre l'environnement contre l'humain, contre l'agriculteur. Ils préfèrent que pour importer ces 3,5 millions de tonnes de maïs, on déforeste l'Amazonie, parce que c'est ça qui est en train de se passer concrètement, mais que chez nous, on puisse demander aux agriculteurs de ne faire de l'herbe, de la jachère, de replanter des haies, et peu importe si les agriculteurs ne vivent pas de leur travail. Le problème, c'est cette idéologie qui est à l'œuvre. Jean-François Lamassé, je veux vous entendre aussi cette même question. Est-ce que l'Union européenne fait le jeu ou au contraire travaille contre les agriculteurs européens et français en particulier? Mais, ma collègue a un peu résumé. Le problème aujourd'hui, c'est que qui commande l'Europe? Voilà. Je vous donner un ordre d'idée. Il y avait, je crois, l'an dernier, il y avait 118 ou 122 hobbyistes environnementalistes pour, je crois, 25 ou 27 hobbyistes en agriculture traditionnelle.
Donc vous comprenez bien que ces gens-là, ils ne vont pas dans l'autre sens. Ils sont dans une Europe qui ne peut pas exister. Ils s'en foutent. On va tous au casse-pipe, mais on continue. Voilà. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Europe, à la base, la PAC, c'était une aide compensatoire. Voilà. Bon, en plus, on a un président qui vous dit l'Europe, toujours l'Europe, rien que l'Europe, qui a des ambitions pour devenir président de l'Europe. Donc, il est en train de nous sacrifier. Voilà, aussi simple que ça. Bon, et aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde en subit les conséquences. Les agriculteurs, les consommateurs, vous le voyez. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, c'est comme un élève dans une classe. Quand il est premier, il ne peut pas remplacer le professeur. Aujourd'hui, la pollution, on a une agriculture très vertueuse. La pollution aujourd'hui de la France au niveau mondial, c'est 0,6% de la pollution mondiale. Ça veut dire néant. Ça veut dire que même si demain on ne fait plus rien, on ne bougera pas. On est au top du top. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent en plus des sortes de boboisation, qui pensent comme on va vivre comme il y a 50 ou 60 ans, oui, mais il y a 80 ans en arrière. Sauf qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et qu'il faut nourrir la planète. Eh oui, absolument. Et comme tout ça, les cours font que si on veut faire que du bio, comme ils aimeraient qu'on fasse que du bio, voilà, non seulement on nourrira pas, non seulement on nourrira pas la planète, d'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la demande elle est là. La demande elle est là, qu'on le veuille ou pas. Donc on fera rentrer en France des produits entre guillemets dégueulasses, avec tout ce que nous on ne veut pas dans notre assiette. Ouais. Alors justement. Et qu'on paiera une fortune. Oui, absolument. Alors, Céline Imard, je voudrais qu'on revienne sur l'exemple que vous preniez, qui est extrêmement parlant. Vous nous parliez tout à l'heure du maïs, et du maïs brésilien, je crois, ou argentin. Vous disiez, il y a 78% de produits phytosanitaires qui sont interdits ici, et c'est ça qu'on va retrouver sur les étals, parce que on a aboli, dans les cadres de ces traités de libre-échange, on a aboli la taxation à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, ne perçoivent pas, mais on encourage finalement, et ça doit être quand même très rageant pour vous, que l'on ne taxe pas aux frontières des produits qui ne sont pas vertueux, des produits de grande qualité. Il suffirait plutôt d'être un peu protectionniste aux frontières pour évidemment rendre un peu plus concurrentiels les produits de l'agriculture française. Non, mais c'est au-delà d'une simple politique protectionniste. C'est pas qu'on est contre les importations et les exportations. C'est que les règles doivent être clairement, ce qu'on demande, les clauses miroirs dans les traités, n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir des clauses qui permettent de ne pas importer de l'atrazine, des OGM, voilà, des choses comme ça si on n'a pas le droit de les produire. Aujourd'hui, on nous empêche, c'est cette dichotomie-là. C'est pas qu'on est contre les importations ou les exportations, c'est cette absence de clause miroir qui pose problème dans les traités d'échange d'alimentation. Et c'est le fait qu'en fait, on nous pénalise à nous, clairement, agriculteurs français, sur le revenu, sur la taille des exploitations. Dès qu'on veut agrandir un élevage, on a des directives, des normes qui nous empêchent de le faire ou des recours. Alors qu'aujourd'hui, sur le Brésil, d'où on va importer, en fait, les denrées alimentaires sur ce marché Mercosur, on a les exploitations les plus grandes qui atteignent 500 000 hectares. Et une exploitation peut faire la taille d'un département, alors qu'une exploitation moyenne sur la ferme Europe, elle est d'un peu plus de 60 hectares, entre les très petites en maraîchage et les plus grandes. Mais on est sur des modèles qui sont beaucoup trop différents. Et c'est là que le bas blesse. On n'est pas en train de dire qu'on est contre les échanges internationaux, mais on ne peut pas complètement dépouiller nos filières et notre agriculture tout en déforestant ailleurs, tout en nous interdisant à nous de développer nos filières, de développer nos fermes, et de pouvoir produire. C'est bien là que le bas blesse. C'est ce manque de cohérence et de courage politique. Alors, une question simple. Quel que soit le plan que va sortir le gouvernement de son chapeau, si l'essentiel quand même des décisions se prennent à Bruxelles, c'est à Bruxelles qu'il faut tout remettre, que le modèle doit être mis à plat, Jean-François Lamassé. Tout ce que vont annoncer les uns et les autres vont pas servir à grand-chose sur le plan national. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, bon, après, peut-être que M. Attal, le Saint-Gabriel, va faire un miracle, mais moi, j'y crois pas trop. Mais je vais pour vous dire, si on marche sur la tête, on nous a imposé les éco-régimes et ce qu'on appelait les HVE, les hautes valeurs environnementales. Donc, tout le monde, pour ne pas gagner plus, mais pour ne pas perdre à la PAC,
on est tous rentrés dans le système. Donc, on a dû tout modifier. Assolement, les techniques, enfin bon. Ceux qui sont rentrés en HVE, ils avaient 2 audits par an. Très bien. Mais alors, je vais vous faire 2 trucs très simples. Très simple et très rapide. On est en train de finir. Aujourd'hui, moi, chez moi, dans le sud-ouest, comme sur ma collaboratrice, les éleveurs de poulets espagnols viennent acheter de l'orge. D'accord? Vous avez une orge ordinaire à, on va dire, à 170, 175 euros. Vous avez une HVE à 190. D'après vous, l'espagnol, quand il vient acheter, il achète laquelle? Bah évidemment, la moins chère. Très simple. Et alors, tout ça, pour en arriver que cette année, on est tous engagés sur ou les HVE ou les éco-régimes. Tout le monde est rentré dans le cadre. Ils ont rien trouvé de mieux que nous enlever encore, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils nous ont enlevé encore à tous 23 € hectare. D'accord. Écoutez, je crois que ça a été extrêmement clair. Merci à Jean-François Lamassé. Merci Céline Limard d'avoir été avec nous. Armand Heitz également. Et Marius Boquet, évidemment, de Factuel Média. Vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et prolonger le débat avec la lecture des analyses sur Factuel Média, notamment celle de Jean-François Lamassé, qu'on en avait avec nous durant cette émission. Tout de suite, bientôt 11h, c'est On parle auto. Et sera-t-il bientôt interdit de réparer votre vieille voiture? C'est Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault qui vont répondre à cette question juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.